démarrage de la webcon se fait juste maintenant. Je vais revenir en arrière dans ma présentation et donc vous introduire l'impact des mégatrends et la manière dont ils vont pouvoir influer l'élaboration et la parution du nouveau modèle EFQM attendu donc pour fin octobre. Petit rappel sur le cadre d'utilisation du modèle EFQM. Il y a plusieurs outils possibles pour ce modèle EFQM. Tout d'abord, un outil d'analyse et d'évaluation, partir des attentes de ses parties prenantes, du contexte marché, de sa stratégie pour interroger ses objectifs et ses résultats, repartir de ses résultats attendus pour interroger ses approches, savoir en quoi une pratique explique mes résultats actuels et quelle approche je dois mettre en place pour obtenir les résultats espérés. On peut utiliser ainsi Radar comme un outil d'évaluation. Le modèle, c'est aussi un outil de pilotage de projets stratégiques. Après une auto-évaluation, on peut identifier 3 ou 4 actions prioritaires pour mener sa stratégie. Et on utilise Radar pour piloter ces actions, viser un saut de performance et aller vers de l'innovation managériale. On peut également décliner un concept de l'EFQM sur une notion particulière du changement, par exemple sur la manager avec agilité. Troisième utilisation possible, c'est se comparer, notamment en réalisation des évaluations. Ça permet de challenger ses résultats et de rechercher du benchmark. Et puis enfin, partager, puisque en pratiquant le benchmark, on peut se comparer aux médias. Alors, la gamme des prestations EFQM, au-delà du modèle, c'est un centre de documents d'information, de guides d'information et d'utilisation, des formations sur la connaissance du modèle, sur la mise en œuvre du modèle et du changement, et puis une formation pour devenir évaluateur. EFQM, c'est aussi des niveaux de reconnaissance. À partir d'une auto-évaluation, on peut obtenir, je vais vous détailler ça dans le slide suivant, différents niveaux de reconnaissance qui vont jusqu'au prix européen. Et le FQM et utiliser le modèle, c'est aussi un réseau et des bonnes pratiques. Nous avons en France des différents clubs de benchmark que nous co-animons avec Stratéis. Et puis, il y a un site internet au niveau FQM qui permet de relever toutes les bonnes pratiques des entreprises qui ont été évaluées. Je vous ai rappelé l'URL en bas de cette page. Sur le parcours proposé par le FQM, très rapidement, donc l'auto-évaluation est toujours une manière d'identifier ses forces et axes de progrès par rapport aux enjeux d'une organisation. Le premier niveau de reconnaissance qui est indiqué engagé vers l'excellence, c'est 2E, une étoile, permet d'identifier des axes de progrès et le pilotage de chantiers stratégiques et donne lieu à un premier niveau de reconnaissance. Et puis ensuite, on va vers les niveaux reconnus pour l'excellence, 3, 4 et 5 étoiles, en fonction de la maturité de l'organisation dans l'utilisation qu'elle fait du modèle EFQM et qui me permet donc d'évaluer les pratiques et de faire un retour à l'entreprise. Et le dernier niveau, c'est d'aller au prix européen et notamment le Global Award. Alors, le futur du modèle EFQM, effectivement, est une question qui se pose. Le FQM est donc fondé en 1988 par 14 entreprises européennes et avec l'appui de la Commission européenne. L'ambition du modèle, c'est d'aider les entreprises européennes à partir d'un outil de référence commun à tendre vers des pratiques qui visent l'excellence et la performance dans l'approche managériale, dans les démarches de progrès et l'amélioration des performances. La première version du modèle a été lancée en 92 et depuis, elle constitue le cadre pour participer à l'évaluation pour le European Quality Award. Le modèle il a évolué plusieurs fois et aujourd'hui, on en est à la version 2013. Alors, nouvelle version 2020 qui va être publiée par le FQM lors du forum d'Helsinki le 23 et 24 octobre de cette année, donc dans un peu plus d'un mois. Effectivement, la question que l'on aborde aujourd'hui, c'est quelles données d'entrée ont été utilisées pour cette nouvelle version et en particulier comment les mégatrends ont pu être utilisés par le FQM pour réfléchir à ce nouveau modèle. Ça fait plus de 2 ans que le FQM réfléchit sur l'évolution de son modèle pour rester en phase avec les besoins des entreprises et des organisations d'aujourd'hui. Sur 2017-2018, il y a eu, au travers des membres de l'EFQM, une communauté de pratiques pour étudier les besoins d'évolution et les adaptations nécessaires, tant dans le modèle, dans son contenu, que dans son mode d'utilisation. Et ensuite, la révision du modèle a été lancée en 2018 avec une équipe qu'on appelle la Core Team, menée par
Jeff Carter, est constitué d'une vingtaine de membres dans lequel nous avons un représentant français, Stéphane Verdoux. Et donc ce modèle va être dévoilé les 23 et 24 octobre et il sera utilisable à partir de janvier 2020. Alors, quand on parle de mégatrends, de quoi parle-t-on? Ce sont effectivement une des données d'entrée du modèle EFQM, ce sont des forces macroéconomiques et géostratégiques qui modifient notre monde actuel, ainsi que nos perspectives collectives. Donc, ce sont des tendances de fond qui impactent la société, qui impactent les citoyens, et donc nos organisations, nos enjeux et nos stratégies. Alors, ces mégatrends ont été identifiés par différents grands cabinets comme de type PricewaterhouseCoopers et puis différentes organisations internationales. Et donc, les travaux EFQM dont je vous parlais pour 2017-2018 ont entrepris de prendre ces mégatrends et de les confronter au modèle pour voir en quoi elles peuvent impacter les organisations et les pratiques managériales. Effectivement, le modèle EFQM identifie des bonnes pratiques. On parle de bonnes pratiques managériales, ce sont celles qui permettent à une organisation d'atteindre des niveaux de performance remarquables, de les maintenir dans le temps. Et en ce sens, le modèle est impacté par ces mégatrends. Alors, 9 mégatrends ont été identifiés, on va les passer en revue assez rapidement pour vous présenter un petit peu les éléments qui ont été pris en compte par la core team EFQM dans l'élaboration de ce nouveau modèle. Première tendance, manager la diversité démographique et sociale. Aujourd'hui, c'est le constat que dans la plupart des économies avancées, l'âge de la retraite augmente et que beaucoup de salariés, de collaborateurs choisissent de travailler plus longtemps. Cela entraîne une plus grande plage d'âge dans les organisations, avec des valeurs et des attentes différentes au travail, voire des rapports différents dans la notion même de ce qu'est le travail au jour d'aujourd'hui. Il y a donc besoin de revoir l'engagement des salariés, par exemple pour les baby boomers, pour la génération X, avec des attentes différentes. Ceci représente un challenge pour les dirigeants, pour les managers, notamment quand on parle de digitalisation et d'introduction de nouvelles technologies. Mais ce sont aussi des nouveaux modes de relation dans l'entreprise, dans l'organisation de l'espace et du management, dans le temps de travail. La diversité et la lutte contre les discriminations se renforcent également. Il y a des attentes en matière de RSE qui émergent parmi les salariés. Donc cette tendance est profonde et en ce sens, elle va impacter tout le volet EFQM sur par exemple des aspects comme mobiliser la créativité et l'innovation, sur diriger de façon visionnaire, inspirée et intègre, qui sont des concepts actuels de l'EFQM, ou réussir par les talents du personnel. Tendance numéro 2, l'essor de la technologie et du digital. La révolution digitale n'a pas de limites ou de frontières, elle change les comportements, elle change aussi les attentes, autant que les outils utilisés par les nouveaux services et les nouvelles expériences clients. Face à cela, un grand nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui dominants ou d'activités anciennes qui s'est développées sont appuyés sur des cadres de technologie assez rares, à l'époque chers et rigides, et pour eux, organiser le changement est un enjeu complexe. Les nouveaux acteurs, eux, de leur côté, et ces nouveaux métiers, ils sont nés dans l'ère digitale, ils sont déjà prêts au changement, et de fait, ils sont dans un mouvement continuel d'adaptation. Ces changements ne sont pas cantonnés uniquement au monde du travail. Effectivement, ils rentrent aussi dans nos vies personnelles, ils alimentent un changement dans les comportements de l'ensemble des clients avec des attentes de personnalisation ou de customisation, des demandes de réponse instantanées, de propositions de nouveaux produits et services. Et ce sont des applications telles que les objets connectés, l'impression 3D, l'intelligence artificielle qui rentrent effectivement dans les services, tout comme dans l'industrie, les chatbots, les véhicules autonomes. Et donc l'impact pour ceux qui connaissent bien le FQM, sur les concepts qui sont créer de la valeur pour les clients, pour contribuer à un avenir durable, pour mobiliser les capacités de l'organisation ou la créativité et l'innovation, pour manager avec agilité ou pour réussir par les talents du personnel. Voilà, donc cette tendance est lourde et aussi significative pour le modèle EFQM. Tendance numéro 3 qui est l'autonomisation et l'entreprise libérée. Le constat est fait que la façon dont nous manageons aujourd'hui les organisations est de plus en plus remise en cause.
l'ancienne approche command and control où la direction décide et les managers et les salariés appliquent a tendance à être revue. La tendance est d'aller vers une plus grande autonomie des équipes et des personnes. En profondeur, on sent bien que beaucoup de choses sont possibles. Différentes organisations, différents lieux permettent de rechercher des lieux de travail plus inspirants, plus d'authenticité dans les rapports, une plus grande ouverture de la communication et un esprit de communauté, avec des éléments comme la passion, la recherche de sens et de raison d'être. Et donc, nous rencontrons une nouvelle ère de prise de conscience. Nous avons besoin de structures d'organisation et de pratiques qui soient plus éclairantes, plus ouvertes. Un certain nombre d'organisations testent l'autonomisation des équipes, à la fois dans l'opérationnel, mais aussi dans la vision de l'entreprise ou dans la stratégie et dans l'établissement de ces dernières. On parle d'entreprises libérées et d'équipes autonomes. Et ceci est tout à fait renforcé par les attentes des jeunes générations, qui, on l'a déjà vu, sont assez différentes, et également avec l'essor des attentes sociétales qui forcent les organisations à s'ouvrir assez largement sur un ensemble d'acteurs au sein de la société. Et là, encore une fois, cela peut impacter des modèles, des concepts du modèle actuel de l'EFQM qui sont mobiliser la créativité, l'innovation, ou diriger de façon visionnaire et inspirée, ou réussir par les talents du personnel. Tendance numéro 4, qui est la demande accrue en compétences et en effet, les effets aussi de l'automatisation. Aujourd'hui, il est assez bien documenté, en même temps, il est assez bien accepté que les emplois de demain, et on parle dans 5 ans, dans 10 ans, mettront en œuvre des fonctions et des compétences qui ne sont pas encore partie de la norme aujourd'hui, que l'on ne connaît pas. Ce sont de nouvelles fonctions comme data manager pour des déchets ou encore de spécialistes d'intégration de machines, qui, il y a quelques années, semblaient totalement futuristes. Mais avec l'avènement de nouvelles technologies, ces rôles sont aujourd'hui réalité, en tout cas ils sont en train de le devenir. En parallèle, on note que malgré les taux de chômage que nous connaissons, certaines compétences métiers traditionnelles, des compétences techniques restent introuvables. Et donc, couplé à la création de nouvelles fonctions, la demande de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et d'expériences explose et elle est un vrai enjeu pour les entreprises. Il y aura donc des impacts sur le modèle actuel de l'EFQM qui est de réussir par les talents du personnel, mais aussi manager avec agilité ou développer les capacités de l'organisation pour rester capable de traiter les enjeux de demain. Tendance numéro 5, économie du partage et de la confiance. Ici, on est avec une nouvelle tendance socio-économique de partage ou d'économie collaborative qui nous emmène au-delà de la propriété actuelle que nous connaissons vers une nouvelle expérience qui est permise par la possibilité du partage. Alors ceci concerne des services autour des voitures, mais aussi des habitations. Et l'ensemble des gens autour du monde sont en train de réaliser qu'ils peuvent faire des expériences utilisateurs sans les contraintes de la propriété. L'économie du partage ainsi est une composante d'influence globale sur l'économie. Aujourd'hui, on connaît tous et on utilise assez régulièrement des Blablacar, des Vélib, des Boncoin, des Waze, qui sont tout autant d'exemples d'économie collaborative. Dans cette économie, au-delà de la notion du paiement et des prix, il y a également une importance vitale de la confiance, comme on le voit avec les avis d'utilisateurs qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisés et en même temps surveillés, ou des applications qui veulent donner justement de la transparence et de l'information comme Yuka. Ainsi, avec les facilités qui sont offertes par le digital, ces évolutions vers l'économie du partage et de la confiance peuvent émerger et s'imposer très très vite. Et donc, c'est assurément une des tendances qui va impacter le modèle EFQM. Tendance numéro 6 qui est notée dans ces mégatrends, la raréfaction de la ressource. Il est de notoriété qu'effectivement, notre planète devient de plus en plus peuplée, l'augmentation de la population, mais aussi plus urbanisée, le déplacement vers les villes, et plus prospère. Effectivement, un certain nombre croissant de tranches de la population sortent de la pauvreté extrême pour aller vers un monde plus prospère qui impose une demande en énergie plus grande, des besoins de fourniture de nourriture et d'eau qui sont croissants également. La Terre, elle, dispose d'une quantité finie de ressources naturelles, même si on peut les recycler pour satisfaire cette demande. Et donc maintenant, on parle assez régulièrement du jour du dépassement,
ce jour à partir de laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète peut générer en une année. Donc cette date du dépassement est bien connue. Certaines ressources aujourd'hui sont en tension ou seront épuisées à court terme, qu'il s'agisse de l'eau, de certains minéraux et de tous les éléments qui sont nécessaires soit dans des industries traditionnelles telles le sable pour la construction ou des minéraux pour les nouveaux matériaux, nos smartphones et autres. La tendance va donc à l'économie d'une part, mais aussi au recyclage dans ce cadre de raréfaction de la ressource. En tout cas, toute cette tendance impacte toutes les organisations. Et sans action globale significative, les températures moyennes annoncées font que, effectivement, tout ceci va se renforcer. Tendance numéro 7, l'incertitude géopolitique et les besoins de localisation. Certaines des économies émergentes qui connaissaient des croissances fortes sont maintenant en récession. Le développement de l'Asie, et en particulier de la Chine, impacte l'ensemble de l'économie mondiale. Le prix de beaucoup de commodités, de matières premières a joué un rôle considérable dans le renforcement de certaines économies et s'ajoute dans l'instabilité. Les groupes aujourd'hui économiques qui sont présents dans des pays avec des régimes instables ou bien des économies fragiles auront besoin en permanence de mener des évaluations prudentes pour déterminer si et comment ils doivent manager ces conditions instables et volatiles. Et les perspectives paraissent aujourd'hui moins certaines aujourd'hui comparées il y a quelques années auparavant. Ceci est renforcé par le protectionnisme et le nationalisme qui naissent et qui se développent dans un certain nombre de pays et qui se traduit parfois dans des décisions politiques telles qu'aujourd'hui l'administration américaine avec Trump ou on le voit tous les jours en Europe avec le Brexit. Donc l'incertitude politique est là, géopolitique est là et elle impacte les entreprises. En parallèle, les consommateurs deviennent plus avisés et eux-mêmes sont conscients de l'empreinte carbone. Ils sont demandeurs à la fois de protéger leur économie, mais aussi d'avoir des choix positifs pour réduire leur empreinte et l'impact de leurs achats sur l'économie et sur l'environnement. Et donc ceci conduit à des stratégies locales pour les locaux parmi les acteurs et les industriels mondiaux. Alors ce sont des grands acteurs qui veulent investir sur des marques locales, mais vraisemblablement aussi une reconsidération des chaînes de valeur qui seront sans doute à l'avenir plus courtes et plus simples pour privilégier le local. Tendance numéro 8, une confrontation à des réglementations toujours plus exigeantes. Les décideurs politiques, dans l'ensemble des dernières années et décennies, ont promulgué des ensembles de stimulus massifs pour l'économie, pour soutenir des industries chancelantes ou faire face à tel ou tel enjeu. Et à chaque fois, ils ont promis des réformes des réglementations. De plus en plus, ils prennent part à des décisions qui autrefois étaient dans la sphère des dirigeants privés, des conseils d'administration. Les crises précédentes ont provoqué des changements permanents dans le rôle des gouvernements et toute nouvelle crise sera amenée à en faire de même. Et donc, les managers, les directeurs des entreprises devraient revoir leur stratégie sur deux fronts. Premièrement, aider à établir et à influencer les nouveaux contextes réglementaires et en même temps se préparer à agir avec ces nouveaux contextes réglementaires plus importants. Et puis sur le deuxième front, reconnaître que le secteur public ou la donnée publique va croître en importance comme client pour de nombreuses industries à cause des rapides augmentations des dépenses. La hausse des déficits, le vieillissement de la population, tout ceci nous emmène vers un point de friction dans de nombreux pays entre ce que le pays est capable de faire et les besoins des populations. Les gouvernements eux-mêmes se trouvent sous une pression intense de continuer à délivrer des services sociaux à moindre coût. Et donc, on voit naître ici ou là des partenariats innovants entre les secteurs publics et privés qui sont importants pour relever ces challenges. Il y a donc ce risque un peu d'externalisation de la sphère publique vers la sphère privée, mais il y a en même temps, avec l'implication sur des sujets comme la RSE et l'inclusion, des acteurs privés ou associatifs qui d'eux-mêmes s'impliquent sur des sujets de la société comme la formation et l'inclusion. Donc là encore, cette tendance impacte nos économies et nos organisations et sera prise en compte pour le nouveau modèle EFQM.
Et enfin, dernière tendance, environnement et changement climatique. Notre planète devient plus peuplée, comme on l'a dit, plus urbanisée, plus prospère, et notre impact sur l'environnement est malheureusement bien connu. On parle de la pollution de l'air ou de la pollution de l'eau qui sont mentionnées chaque jour dans nos médias. Sans action globale significative, il est fort à parier que les températures moyennes soient annoncées avec une hausse considérable, même si aujourd'hui le montant et le degré de la hausse soient encore débattus. Mais les scientifiques pensent qu'un changement environnemental significatif et irréversible va intervenir. Et ce changement climatique s'est définitivement installé dans le paysage politique et sociétal. Les États devront agir, notamment par des contraintes et par exemple avec la fiscalité sur le carbone. Et on le voit de plus en plus, les entreprises également s'emparent de ces sujets via la RSE, via la neutralité carbone. Et donc, elles se saisissent de ces opportunités et ça va s'appliquer à tout le monde. Alors voilà, ces 9 grandes tendances qui ont été étudiées et reprises par le FQM et qui sont une donnée d'entrée que la core team de l'EFQM utilise pour l'élaboration du nouveau modèle EFQM. Ce sont des tendances de fond qui vont impacter notre société, nos organisations. Alors bien sûr, elles n'impacteront pas chaque organisation avec la même importance ou avec la même rapidité en fonction de où on se trouve, sur quelle activité on est et quel est notre business model. Néanmoins, pour les organisations qui veulent rester sur leur marché, qui veulent s'adapter aux enjeux futurs, qui veulent continuer à rechercher la performance, ces tendances sont définitivement à prendre en compte. Ainsi, pour la communauté EFQM, l'ensemble des acteurs qui utilisent le modèle, ils attendent du modèle qu'il soit une aide et un cadre renouvelé pour accompagner les organisations vers la performance au quotidien, mais aussi pour les aider à se transformer, pour être capables de faire face à toutes ces transformations à venir. Et donc, ces mégatrends ont été une donnée d'entrée notable pour faire évoluer le modèle. Et celui-ci sera dévoilé donc fin octobre au Forum d'Helsinki, 23 et 24 octobre. Voilà, je finis ainsi cette petite présentation avant l'heure de midi que nous avions fixée comme la fin de ce webinaire. Et donc, on a quelques instants pour prendre une ou deux questions si jamais vous avez des questions ou des clarifications à demander. Je vous laisse de toute façon mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un email ou m'appeler par téléphone. Et je vous rappelle enfin que le modèle actuel en version 2013 est toujours disponible en téléchargement gratuit sur le site AFNOR. Voilà, si quelques questions sont attendues, je peux y répondre avec plaisir. Alors, on me demande si la présentation peut être envoyée. Oui, je peux envoyer. Vous m'envoyez un email et je peux partager la présentation. De même, si vous avez des questions après, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je pourrai y répondre. Autre question qui arrive, à quelle date le modèle EFQM en français sera-t-il disponible? Alors, le FQM travaille en anglais, c'est une bonne question. Le FQM travaille en anglais, mais le modèle est disponible dans une trentaine de pays. Et donc, le FQM s'appuyant sur des partenaires nationaux, dont AFNOR en France. Ces partenaires nationaux sont en charge des traductions. Et donc, nous travaillons entre le FQM et l'AFNOR avec l'aide de quelques experts, et en particulier Stéphane Verdoux qui a participé au niveau de la core team EFQM à la traduction en français qui devrait donc être disponible dès le dévoilement par EFQM lors du forum d'Helsinki
les 23 et 24 octobre du modèle. Donc 23-24 octobre, normalement, disponible sur les sites internet AFNOR et EFQM, la version française également. Alors, une question qui arrive sur le modèle 2020, sera-t-il toujours avec les 9 critères? Écoutez, la date pour dévoiler le nouveau modèle EFQM, c'est le 23-24 octobre, donc aujourd'hui, on ne peut pas tout à fait répondre à cette question. Pour vous répondre d'une autre manière, on peut dire que si les évolutions du modèle EFQM dans les versions précédentes ont été des évolutions, des adaptations assez mineures, aujourd'hui, on est plutôt dans une évolution forte qui tient compte à la fois des mégatrends que nous avons présentés aujourd'hui, mais un certain nombre d'attentes également et de retours d'expérience à la fois de l'EFQM et des organisations qui pratiquent l'EFQM et des évaluateurs. Et donc, l'évolution sera plus forte. Et donc, effectivement, ça vaudra le coup de jeter un œil sur la nouvelle version du modèle qui sera présentée et qui va donc, pour un certain nombre de choses, être modifiée. Alors, nous avons peut-être encore une ou deux questions qui sont possibles. Je vous rappelle qu'effectivement, il existe sinon d'autres dates pour vous informer sur, auparavant sur les éléments qui sont pris en compte par le modèle EFQM. Donc, nous avons une autre webconférence le 25 septembre sur les résultats et tendances de l'enquête utilisateur sur l'actuel modèle EFQM. Le 16 octobre, nous proposons un échange avec Stéphane Berdou de Stratéis, qui était l'expert français impliqué dans l'élaboration du nouveau modèle EFQM, donc au niveau de l'équipe européenne EFQM, et donc échange avec Stéphane Berdou. Et puis le 29 octobre, qui sera juste après le forum EFQM, une première présentation du modèle EFQM, donc le 29 octobre, pour vous informer, vous, les organisations, et éventuellement les évaluateurs qui sont formés et qualifiés des nouvelles versions du modèle EFQM. Alors, une nouvelle question qui arrive sur la version 2020, sera-t-elle aussi téléchargeable gratuitement? Nous travaillons pour ce faire. Effectivement, le modèle aujourd'hui, depuis le début de l'année 2019, est téléchargeable gratuitement. Ceci correspond à une initiative qui a été prise par EFQM et qui a été relayée pour la France par AFNOR. Et donc AFNOR, avec le support de la RATP et de l'AFNIC, ont permis de sponsoriser le modèle EFQM qui est devenu en téléchargement gratuit depuis janvier, avec un certain succès. Et donc nous sommes en train de travailler actuellement pour effectivement sponsoriser à nouveau la nouvelle version 2020 du modèle et la rendre aussi en téléchargement gratuit. Une question me vient sur est-ce que l'on sait comment les entreprises qui utilisent le modèle EFQM perçoivent ces mégatrends et leurs impacts? Alors, ça sera l'objet d'un prochain webinaire, puisqu'effectivement, le FQM, dans l'élaboration du nouveau modèle, a également mené une enquête, et donc on pourra évaluer les résultats de cette enquête lors du prochain webinaire. Une grande partie des questions posées justement mentionner ces mégatrends auprès des utilisateurs actuels de l'EFQM pour leur demander de se positionner et mentionner si telle ou telle mégatrend était pour eux importante, plus ou moins importante ou très importante, et comment elle allait impacter leur organisation et leur pratique managériale. Effectivement, cette enquête a permis de montrer que les mégatrends sont tout à fait bien perçus comme des tendances de fond et des tendances clés pour les futures organisations. Et donc, je vous invite à suivre le prochain webinaire pour voir comment, effectivement, en détail, les organisations ont apprécié plus ou moins ces mégatrends. Allez, 12h05, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été présent à ce webinaire. N'hésitez pas à me recontacter pour ceux qui souhaitent plus d'informations.
soit pour obtenir la présentation, soit pour poser telle ou telle question. Et je vous donne donc rendez-vous le 25 septembre pour un nouveau webinaire.